Et pour nous parler donc de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadeur Medhat El-Mellighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est le deuxième voyage du maréchal Hassim Mounir à Téhéran en un peu plus d'un mois. Pourquoi est-ce le chef de l'armée pakistanaise plutôt qu'un diplomate civil qui se rend donc en Iran pour discuter? Bon, tout le monde a l'espoir de terminer avec la guerre. N'oublions pas que la situation de paix et de guerre en même temps est une situation inconfortable pour tout le monde. Alors, le président Trump, comme on le sait tous, essaye de pousser l'Iran à tout prix pour finalement accepter ces conditions ou au moins approcher de ces conditions. Et parce que, comme on le sait tous, il y a des élections bientôt parlementaires aux États-Unis et le président Trump veut à tout prix ne pas perdre la majorité dont il jouit actuellement avec une majorité républicaine. Alors ça, c'est le premier point. D'autre côté, l'Iran s'est montré vraiment dur en ce qui concerne les négociations. Alors, disons que en vitesse que les États-Unis essayent de combiner deux approches, la pression maximale et en même temps garder l'ouverture diplomatique. Mais il faut aussi dire que les divergences fondamentales restent extrêmement profondes. Alors certainement, le premier point de blocage, certainement c'est le stock iranien d'uranium qui est hautement enrichi, et que Washington considère que ce stock représente un risque stratégique que l'Iran peut re-enrichir encore une fois pour arriver à créer une bombe atomique, malgré que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve que l'Iran essaye de développer une arme atomique. Alors, vous avez mentionné... Deuxièmement, oui. le détroit d'Ormuz, et on sait tous que Téhéran cherche à imposer une nouvelle politique en ce qui concerne la gestion de cet détroit, en ce qui concerne de contrôler les navires qui rentrent et qui sortent de détroit. Et certainement les États-Unis et plusieurs pays du Golfe refusent catégoriquement toute mesure d'avoir un contrôle iranien ou imposer des restrictions de tarifs ou autres dans les détroits. Alors, vous avez mentionné il y a un instant les élections parlementaires américaines, justement, mais cette année aussi, il y aura les élections en Israël. Donc, est-ce que vous pensez que ces deux élections peuvent changer la donne? Quand j'ai parlé de la position américaine, parce que je sais que les États-Unis cherchent à tout prix, notamment le président Trump, à arriver à une solution à cette guerre. On ne veut pas continuer. Il y a une pression interne au sein du Congrès, au sein du Sénat, pour ne plus continuer avec cette guerre sans un accord, une approbation de la part des forces parlementaires américaines. Et c'est d'ici qu'est venue la nécessité de parler du président Trump. Mais on le sait tous depuis le début que c'est Israël qui veut cette guerre, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle il y a un refus américain général pour cette guerre, parce que cela ne marque pas vraiment les intérêts américains dans la région. Alors, quant à Israël, c'est impératif de pouvoir se vanter d'une victoire sur l'Iran que que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu puisse se représenter pour les élections qui seront bientôt. On sait qu'il y a déjà, on essaye de parler de réélection bientôt et de arrêter le terme dans les conditions les plus courtes. Alors, si le Premier ministre israélien ne peut pas se vanter d'une victoire claire sur le régime iranien, il va sûrement perdre les élections. Il y a déjà des candidats de l'opposition qui se préparent pour se mettre devant lui et reprendre les choses en main. Alors ici vient la nécessité pour Israël, pour le Premier ministre israélien, de gagner cette guerre à tout prix, et il veut certainement continuer avec cette guerre jusqu'à la soumission totale du régime iranien. Je trouve que c'est une question loin d'être exécutée
avec un terme si court, et c'est pour ça qu'on pense que la pression diplomatique peut-être donner un résultat. Votre Excellence, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis et Israël ont perdu cette guerre médiatiquement contre l'Iran? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on peut dire, ou on peut marquer, parce que c'est pour ça même qu'il y a un malentendu général, qui a gagné cette guerre? Parce qu'il y a deux types de victoires et deux types de pertes. Alors, on parle de la victoire militaire et on parle de la victoire diplomatique. Et en même temps, on parle de l'échec pour les deux. Alors, en ce qui concerne la victoire militaire, certainement les États-Unis et Israël ont vraiment heurté le régime iranien et l'Iran en sa totalité, que ce soit les sites civils, les sites nucléaires, les stations d'eau et tout cela. Il y a plusieurs infrastructures iraniennes qui ont été heurtées et endommagées d'une manière très sévère. Alors, du point de vue militaire, certainement, la première puissance du monde et Israël, qui est une puissance très forte, ont pu marquer leur victoire. Notamment que l'Iran ne dispose plus que de ces missiles et de ces drones, comme on les appelle. Alors, là, l'Iran n'a pas vraiment une supériorité, elle n'a pas vraiment une défense aérienne qui puisse arrêter les avions jusqu'à maintenant, malgré qu'on parle de nouveaux systèmes qui étaient peut-être donnés par la Chine pour pouvoir défendre les cieux iraniens. Mais en ce qui concerne le plus important, la victoire diplomatique, je pense que c'est l'Iran qui l'a remportée avec la fermeture de l'étroit d'Ormuz. Et n'oublions pas que c'était les États-Unis, après la guerre, qui a décidé de fermer l'étroit d'Ormuz. Et alors, l'Iran a riposté en fermant aussi de son côté. Alors, ce qui a commencé cette politique de la fermeture de l'étroit d'Ormuz, c'était les États-Unis et non l'Iran. Parce que l'Iran, les États-Unis pensaient qu'elles pouvaient étrangler l'économie iranienne avec la fermeture de l'étroit d'Ormuz, de défendre les bateaux qui veulent rentrer ou sortir pour étrangler, comme je viens de le dire, l'économie iranienne. Alors, c'est pour ça que les deux puissances ou les deux parties de cette guerre se vantent chacun et l'autre d'une victoire. Parce que l'Iran, avec sa résistance, sa résilience, a pu marquer que, malgré tous ses frappes militaires, mais moi je suis toujours debout, le régime n'est pas tombé comme on le pensait au début. C'est pour ça qu'on a assassiné le guide suprême Ali Khamenei, les premières heures de la guerre, parce qu'on pensait qu'avec l'assassinat de ce leader iranien, que le régime complet va tomber. Mais l'Iran a pu résister et le régime toujours est en contrôle, ce qui a mis tous les plans israélo-américains en péril parce que le régime est toujours debout. Alors d'ici vient le malentendu entre qui a gagné et qui a perdu. Votre Excellence, merci infiniment pour toutes ces explications et ces nuances que vous avez mis en lumière. Merci infiniment.